Bonjour, bienvenue sur la chaîne Singularité Formation et bienvenue dans cette 5e capsule spécifiquement dédiée au projet Vue.js généré par Jupster. Si vous n'avez pas écouté les autres capsules, je vous suggère de le faire. Dans cette capsule, nous allons nous attarder aux autres composantes générées par Jupster, mais qui ne constituent pas en soi une librairie, donc les composantes qui créent des sections d'application, mais autonomes. La partie admin ici qu'on couvre n'est pas essentielle dans le sens qu'elle n'apparaît que lorsque l'administrateur est connecté. Cependant, en regardant les configurations de ces pages-là et en regardant comment les pages sont construites, nous allons voir différentes techniques de Vue.js et des composantes qui vont nous aider dans notre développement futur. Commençons par les audits. La section des audits fait partie du menu Administration, donc la section audits ici. Et ce qu'on obtient, c'est une capacité de faire des recherches et d'obtenir chacun des usagers qui s'est connecté. Ici, la principale quantité d'usagers qui sont connectés sont mon usager admin et j'ai une exception ici pour un usager standard, le user. Si on regarde ce code-là, on va aller voir dans Keycloak. Si on se rend dans Keycloak, on se rend compte que l'admin, c'est justement ce code-là qui a été copié et l'usager, c'est ce code-là. Donc, le subject de Keycloak, qu'on appelle, a été transféré dans les informations. Ces informations-là sont stockées dans la base de données, comme on l'a vu dans la première capsule vidéo. Maintenant, allons voir cette composante-là pour comprendre un peu comment les filtres sont transférés et comment les informations sont affichées. Notre composante audit a bien sûr une vue, un service et une composante. Commençons par le service. Donc, la classe de service n'a qu'une seule méthode et c'est pour effectuer une recherche au niveau des événements d'audit. Donc, les plages de date, from date, to date, sort, page, ainsi que size, sont construits directement dans l'URL qui est appelée, ce qui nous permet d'obtenir la réponse. Le résultat de cette requête va être utilisé par notre composante. On voit ici que notre composante utilise un mixin, ce qui va ajouter nos filtres pour être capable d'être visualisés dans notre page vue. On va porter un regard spécifique là-dessus lorsqu'on va regarder la vue. Nous avons le service qui est injecté et les différentes composantes, donc les attributs de notre objet. Lorsque la composante est affichée, on a une initialisation des données ici qui va initialiser today, previous month, ainsi que appeler load_all. La fonction previous month permet de calculer la date de début en enlevant 1 au mois courant, avec un traitement particulier pour le mois de janvier. La fonction today permet de calculer la date en fait du lendemain, parce qu'on veut quand même couvrir la totalité de notre journée courante. Et c'est la fonction load_all qui va faire la recherche avec le query. On voit ici que tous nos paramètres de page, de size, de sort sont passés dans un objet. Et comme cet objet était un objet any, c'est une map finalement qu'on reçoit à l'autre côté. Si l'appel est un succès, les différentes valeurs retournées seront transférées dans notre objet et disponibles pour notre vue pour affichage. Le sort ici permet de calculer la valeur du tri et elle est utilisée lors de la recherche. La fonction loadPage qui va finir par charger l'ensemble des éléments. Pour ce qui est du change order, donc le changement de tri, on va tout simplement changer les valeurs de nos ordres de tri ainsi que inverser et on va appeler la transition. Cette partie-là du code est quand même très similaire à ce qu'on retrouve au niveau des objets générés, au niveau des entités générées. L'application vue elle-même, c'est le corps de la présentation. Ce qu'on va trouver ici, ce qu'on n'avait pas dans nos entités, c'est des champs de recherche au niveau des dates pour être capable de saisir les dates des plages, comme on voit dans la page ici, le from et le to. Le reste de l'application est quand même relativement standard. Possibilité d'afficher un objet, les audits ne sont pas trouvés. Sinon, on va afficher la table. La table contient des rangées avec les fonctionnalités de change order, qui est très similaire à ce qu'on retrouve au niveau de nos entités. La section des configurations, c'est dans la section administration, la page ici de configuration qu'on obtient. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un filtre qui est fait, qui nous permet d'obtenir différentes configurations qui sont obtenues en fait à partir du Spring Boot. C'est un endpoint de management courant dans Spring Boot. Donc, je m'attends que le service de cette composante vienne charger les configurations de notre management de Spring Boot. Et durant le chargement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir les propriétés qui sont obtenues dans un objet de propriété pour être capable par la suite de venir faire un tri. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le tri est fait de façon manuelle parce qu'en fait, l'endpoint de management
ne supporte pas le tri, donc on va faire le tri du côté service, qui a l'inconvénient de ne pas pouvoir faire de pagination à ce niveau-là, parce que le tri, tout l'ensemble de l'objet doit être chargé en mémoire. Les propriétés d'environnement sont aussi chargées dans le système. Et ici, tout simplement, la conversion des propriétés qui sont faites. Notre composante, elle, va utiliser bien sûr notre service. Donc, le service est injecté, un mix-in pour les filtres au niveau de l'écran. Donc, la méthode d'initialisation qui va charger les propriétés à la fois pour les configurations et pour les environnements. On n'a pas besoin de la recharger parce que dans le fond, cette liste-là va rester en mémoire. La méthode changeOrder va changer les paramètres, mais on remarque ici que contrairement à l'autre méthode, on n'a pas de rappel des données parce que les données sont filtrées uniquement au niveau de la page. Allons voir notre page de composantes. Donc la page est quand même classique, ça ressemble beaucoup aux entités courantes qu'on a. La différence ici, comme on disait, le change order va changer les configurations, mais il ne fera pas en sorte de recharger les données. C'est plutôt ici l'entrée qui est gérée par le order by. Donc l'ensemble des filtres vus qui ont été ajoutés contient le order by et le filter by. Donc, tout l'ensemble du filtrage est fait en premier par la méthode qui va prendre les configurations, filtrer selon le champ, et par la suite, on va faire un ordonnancement selon une propriété en particulier et un ordre, reverse ou non. Ce tri-là va être fait en mémoire seulement. C'est pour ça donc on n'a pas de rappel. Mais comme le tri est attaché dans une boucle v4, dès que le filtered, le reverse ou leur order proc vont changer, cette boucle-là va être réévaluée. Donc, on utilise quand même le modèle vue component, le class component, pour stocker nos filtrages. Question de garder la réactivité de l'écran et de ne pas avoir à venir appeler ce tri-là manuellement dans l'écran. Ça se fait par la bande. Le premier tableau était dédié aux configurations de Spring elles-mêmes, alors que le deuxième tableau est dédié aux environnements. Et c'est ces configurations d'environnement qui sont affichées pour chaque configuration sous forme d'un tableau. Regardons ça un peu de plus proche. Donc, notre configuration de Spring ici, qui contient plusieurs caractéristiques. Et finalement, ensuite, on a chacune des configurations indépendantes qui sont transférées. Si on vérifie le fonctionnement du filtre, le filtre n'était que sur le premier tableau. Si je mets une valeur inexistante, ma configuration Spring va être vide, tout simplement. Parce que le filtre n'est que sur la partie Spring configuration. Les autres données restent toujours présentes. La section Doc. La section Doc, c'est la partie des API. Donc, AdminDoc vient nous présenter notre API Swagger ici. Ce qui est un peu particulier, c'est que cette composante-là, c'est un iframe qui va charger le Swagger UI index.html et qui va l'afficher dans notre composante. Donc, ça évite de recharger notre composante vue en allant dans une autre page et ça nous permet de garder nos en-têtes. Si je prenais ce URL et que je l'utilisais directement dans ma page, je me rendrais probablement à mon application Swagger. Mais comme vous voyez, l'application Swagger qui est là n'est pas encadrée par des menus. Et si jamais je voulais retourner à mon application principale, je serais obligé de faire back. Et ce qui va se produire, c'est que l'application va devoir redémarrer au complet. Elle va être rechargée et tout le framework de Vue.js va être rechargé. La composante pour cette page-là, tout simplement, n'a rien parce que c'est uniquement un iframe. Nous allons maintenant regarder la partie diagnostic ou Health en anglais. Dans la section administration, on a une section diagnostic. Cette section récupère l'information des services présentement utilisés par le Spring Boot ainsi que de leur état. Selon le service, on va avoir des informations supplémentaires. Ça peut être la version de la MongoDB dans ce cas-là, ou ça peut être les capacités de disque restantes au niveau de notre système. Si nous avions d'autres services sur lesquels notre Spring Boot se connecte, nous aurions d'autres états ainsi que d'autres détails qu'on pourrait voir. Maintenant, regardons la vue. Cette fois-ci, on va commencer par la vue et on va descendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de traitements. Donc, nous avons deux vues, le modal et la vue. La vue elle-même, la première section en haut, c'est pour notre bouton de rafraîchissement qui va appeler la méthode refresh sans trop de surprise. Ensuite, nous avons une table avec une en-tête pour les trois colonnes, une première colonne pour le nom du service, une deuxième colonne pour le statut du service qui est traduit et une dernière colonne pour être capable de voir les détails lorsque les détails sont disponibles. En bas de la page, ce qu'on a, c'est notre composante modale, donc un pop-up avec une en-tête et le contenu d'une vue insérée à l'intérieur de cette composante-là. Notre vue Health modale qui est à gauche ici. La mécanique de ça, c'est que
Lorsqu'on fait les rangées, nous avons pour chacune des données de diagnostic, nous avons une donnée health. Et lorsqu'on fait afficher le détail, nous passons en paramètre le health courant. Il y a une mécanique qui va changer le current health pour savoir lequel est présentement en train de se faire afficher par la modale. On va le voir au niveau du composant de TypeScript après. Cette sous-composante-là donc va recevoir le current health dans son attribut current health, c'est-à-dire que le health modal qui est ici comme composante va recevoir le current health ici comme propriété qui est injectable. Donc cette composante qui accompagne notre vue modale a certaines méthodes déléguées au service pour récupérer le nom du système, le nom du sous-système. Il y a aussi une mécanique pour convertir les valeurs qui sont lues. Donc, pour les champs qui sont de l'espace disque, il va y avoir une conversion qui est faite en gigabytes, en mégabytes, pour rendre l'application plus humaine. Pour les objets en général, on va utiliser une fonctionnalité JSON pour les représenter sous forme d'un objet JSON. Et sinon, on va tout simplement convertir la valeur en string pour les valeurs simples comme les doublés int ou les booléens. Notre composante modale elle-même contient un tableau avec les différentes propriétés, donc tout simplement un v-for pour chacun des items qui sont présentés. Une section ici qu'on ne voit pas dans l'écran, c'est une section pour les erreurs. Dans certains cas, les sous-composantes peuvent avoir des statuts en erreur, mais être quand même fonctionnels. Sous tel cas, on aura une indication d'erreur et ça pourrait être affiché dans la page. Dans le cas présent, si j'interromps MongoDB, la configuration actuelle fait en sorte que tout va être arrêté. Ces composantes-là sont affichées selon une structure qui n'est pas nécessairement la même que le endpoint de management de Spring Boot fournit. Donc, si on regarde ici le endpoint de management, celui qui est appelé, ce qu'on voit ici, c'est un JSON avec le statut de l'application complète, hop, parce que toutes les composantes sont fonctionnelles, le statut de l'espace disque avec ses espaces libres, de la MongoDB avec les détails qui ne sont que sa version, et aussi à la fin un ping, probablement une vérification que le port est bien ouvert sur le container. La partie health qu'on vient de voir a aussi attaché bien sûr un TypeScript pour effectuer certains traitements. Ce TypeScript-là est attaché à la composante health model qui va permettre de passer des données à notre model. Ce TypeScript a en paramètre une sous-composante qui est notre health model et se fait bien sûr injecter le service de health. Ce qu'on voit au niveau des données, c'est les données du health, le health couramment affiché et un flag ici pour indiquer qu'on est en train de rafraîchir. Donc, les méthodes baseName sont utilisées pour déléguer au service. Nous avons ici une conversion du statut vers un nom d'icône, le rafraîchissement qui va indiquer que l'update est en cours, qui va vérifier, qui va faire check health, qui va donc récupérer les données à partir du endpoint de management et qui va les transformer en health data par le service. On a aussi les codes d'erreur. Donc, dans certains cas, l'erreur va être retournée, c'est un 503, un service unavailable. Il faudrait voir au niveau du Spring Boot quelles sont les conditions qui vont mener à un 503, mais ça fait partie potentiellement du cycle de vie normal d'un microservice. Le show health ici, qui va prendre la valeur du health, le garder dans le current health et afficher le dialogue modal. Les logs. Les logs, c'est une composante vue qui nous permet de venir gérer les niveaux de log. Donc, si je m'en vais au niveau des logs, je vais avoir l'ensemble des niveaux de log qui sont activés avec leur niveau d'activation et la possibilité de changer le niveau. Nous avons ici un filtre et dans ce cas-là, on n'a pas de pagination pour les objets. C'est-à-dire que le endpoint de Spring Boot qui affiche les logs va nous donner l'ensemble des logs, mais il n'y a pas de pagination disponible. C'est pour ça que le filtre ici va être fait de façon dynamique en mémoire. Donc, au niveau de la vue, c'est une table, rien de trop surprenant. La même mécanique ici au niveau des entêtes. Une mécanique pour le filtrage et pour l'ordonnancement qui est similaire à ce qu'on a vu au niveau des audits. Donc, un filter by des objets suivi d'un order by pour déterminer l'ordre. Et dans la dernière colonne, des boutons qui nous permettent, selon chacun des niveaux de log, de venir appliquer notre niveau en appelant la méthode updateLevel. Cette méthode va appliquer un niveau de log particulier à un nom de logger. Donc la composante qui accompagne ce logger, on a un mixin ici pour les filtres, ce qui nous permet d'utiliser les order by et les filters au niveau de l'application vue, ce qui nous permet d'utiliser les order by et les filters dans notre fichier vue. La liste des loggers sous forme d'un array, les filtered order prop, donc les
champs nécessaires de base pour faire le filtrage, le init qui va charger toutes les données et extraire de la réponse une série de loggers à un format qui est plus convenable pour l'affichage, la méthode update_level qu'on avait discuté qui va appeler au niveau du service change_level pour le nom du niveau ainsi que le level. Suivant ça, on va réinitialiser nos données. Le change order, même mécanisme que pour les audits, ça va identifier quels sont les ordres et les propriétés à faire le tri et ça va automatiquement rafraîchir notre filter. Et finalement, le extract logger qui va convertir la réponse fournie par Spring Boot vers un format plus acceptable pour l'affichage. Le service est relativement simple. On a le change level qui fait un post avec notre objet configuré. Donc, au niveau du find all, si je prends cette mécanique-là ici de logger et que je vais la mettre comme URL, ce que je vois, c'est que j'ai une donnée pour les niveaux, une donnée pour les loggers et j'ai à la fois le niveau originalement configuré et le niveau présentement effectif. Dans la composante, ce niveau-là est ramené à une entité beaucoup plus simple, une liste d'objets qui ont la clé, donc le nom du logger, et le niveau, qui est le niveau effectif de notre logger. La page qui montre les métriques de l'application est quand même très complexe. Donc, je ne ferai pas le tour en détail de chacun des points. Donc, notons simplement qu'au niveau de la page métrique, on a le bouton pour rafraîchir nos mesures courantes et on a ici un dialogue modal qui nous permet de voir la liste des threads qui sont présentement en fonction. Donc, je m'attends au niveau de la métrique d'avoir notre page avec l'ensemble des données. Beaucoup de traitements de ce niveau-là pour formater les données. Plusieurs de ces données-là sont constantes, donc c'est des divs, c'est des sections de tableaux qui ne changeront pas, alors que certaines autres vont être plus dynamiques. Donc, je m'attends dans le bas ici d'avoir un modal pour nos données de thread qui vont afficher la modale de métrique des threads. Bien sûr, c'est du code un peu similaire à ce qu'on a vu, donc des tables qui permettent d'afficher avec le statut, des rangées de données, et bien sûr la composante qui permet de formater ce data-là pour l'utiliser. C'est similaire à ce qu'on a vu dans le health avec un peu plus de mécanique autour. Donc cette fois-ci, le service a 2 endpoints à calculer. Allons voir ce endpoint de métriques. Ce sont des métriques fournies par JHipster, donc ça inclut les métriques sur la JVM. Il pourra avoir des métriques sur la base de données, mais comme c'est une Mongo, probablement qui sont juste ignorées. Et les métriques aussi pour les requêtes HTTP qui sont faites, la cache, la collection au niveau de la JVM et l'ensemble des temps de réponse des services qui ressemblent beaucoup à ce que Prometheus peut nous fournir, ainsi que les métriques au niveau des processus. Tout ça qu'on vient rajouter aussi celui du thread dump, qui est celui-là un endpoint général de Spring Boot qui va permettre donc de lancer l'ensemble des threads avec l'information de chacun. Important pour débugger, important aussi de mettre une restriction sur ces endpoints-là pour ne pas nécessairement les activer toujours en production. Le dernier qu'on veut regarder, c'est le tracker. Le service de tracker, c'est lui qui permet de voir quelles sont les activités courantes dans le système. Si je vais ici sur mon application tracker, le suivi des utilisateurs, je ne vois aucune page. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une fenêtre anonyme et je vais aller me connecter en tant qu'utilisateur. Donc cette fois-ci, je vais me loguer, mais je vais utiliser mon utilisateur usager standard. Donc mon usager standard peut se promener sur les missions et ainsi de suite. Si on regarde ici, on voit que l'utilisateur, le C4A, qui est notre utilisateur pur, comme on voit ici, C4A, notre user, présentement est sur la page de mission. Si je venais voir la page home, l'URL va changer et c'est dynamique, c'est en temps réel. Si je regarde les Space Events, ça va être mis à jour en temps réel. Cette mécanique-là est montée sur des WebSockets. Même principe, si je fais le view, Space Event View, donc l'ensemble de mes URL de chacun des usagers est affiché. Je peux fermer la page. En fermant la page, j'ai fermé le WebSocket, déconnexion, les données sont disparues. Donc tout ça va avec le WebSocket. La vue, elle, est quand même simple. On va utiliser un tableau
et on va se connecter sur chacune des activités de la liste d'activités. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de voir comment la composante va charger cette liste d'activités-là pour nous la présenter. Donc, le Tracker Service, lui, s'occupe à la fois de recevoir les informations ou d'envoyer les informations. Dans notre contexte actuel, ce qui nous intéresse, c'est le Subscribe qui nous a permis de créer un listener sur notre queue, donc de venir s'attacher sur les trackers, et la partie Receive qui nous a permis de venir nous enregistrer comme objet observable sur ce listener-là. C'est ce qui fait en sorte que notre composante TypeScript, donc on a commencé par s'inscrire pour créer un listener qui recevait de la queue, et sur ce listener-là, nous sommes venus attacher un callback, le show activity. Donc, à chaque fois qu'un nouvel événement va être reçu, il va y avoir un appel qui va être fait pour notre activité. Et c'est cette mécanique-là qui est comme dynamique. Il y a un thread qui est en attente de recevoir des connexions sur le WebSocket. Et dès qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent, c'est mis à jour. Voilà qui conclut notre série de 5 vidéos spécifiquement sur Vue.js générées par JHipster. Si vous avez trouvé l'information utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous inscrire à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci!